Aussi, on a été beaucoup interpellé personnellement par rapport à la situation syrienne. Pourquoi tu dis rien? Pourquoi tu dis rien? Pourquoi tu dis rien? J'ai dit, waouh, je dois dire quelque chose. On dit oui, parce que beaucoup de choses sont en train d'être dites. J'ai dit, waouh. On dit la situation de la Syrie est en train d'inspirer les rebelles et puis les terroristes dans le Sahel. Il dit, ah bon, je savais pas ça. Qu'il t'a pardon à cause de Dieu. Et puis, c'est quelque chose que je vais être honnête avec vous. Je n'ai même pas voulu chercher à savoir. J'ai dit, c'est pas mon problème. Et puis, j'ai vu beaucoup de gens sont en train de donner des explications, ce qui s'est passé, ce qui s'est passé. J'ai dit, wow, wow, wow. Donc, c'est aussi compliqué que ça, alors que c'est très simple. Mais pour vous permettre de bien comprendre, j'espère que on peut écouter ça. La première phase va concerner l'étape à partir de laquelle je vais vous expliquer comment est-ce que nous voyons ce monde. Est-ce que vous entendez? La deuxième phase, nous allons nous consacrer à vous expliquer pourquoi nous devons continuer à nous battre. Bon, attendez, je vais L'étape la plus importante, ça serait de vous décliner. Je vais, là, le volume, c'est un peu trop loin. J'espère que je ne sois pas bien. Je ne sais pas si vous percevez bien. Mais je vais balancer sur un de trucs ici, là. Donne-moi une seconde. Juste, on va mettre ça en marche et puis on va aller avec ça. D'accord? Pour que vous puissiez bien comprendre. Parce que si vous ne comprenez pas bien, même si j'explique quelque chose, ça va vous échapper. Ça, c'est pour Gaussou, ouais. C'est lui qui aime ça. Ok, d'accord. Je vais venir ici d'abord. Et puis, on va ensuite, je vais vous faire, il faut que vous puissiez comprendre, bien écouter, parce que c'est important. Je veux juste vous faire écouter ça. Parce qu'il faut que vous puissiez, oh là là, attendez, hein, je dois sortir d'ici d'abord. Voilà, merci beaucoup. Je vais revenir ici rapidement. Pour que vous puissiez suivre ce dont il est question, c'est important. Ici, voilà. Maintenant, on va écouter. On va écouter le capitaine. La vision pour l'avenir, si je peux m'exprimer ainsi. On va écouter. Voilà. On va écouter. Durant ces 20 et quelques mois, Écoutez, hein. Passés donc à la tête de l'État, nous avons eu à rencontrer plusieurs hommes politiques venus de toutes parts. Nous avons rencontré des centaines de diplomates venus de toutes parts. Nous avons rencontré des hommes d'affaires venus d'un peu partout du monde. Nous avons été ouverts à tous ces échanges, à toutes ces discussions pour pouvoir apprendre du monde, pour pouvoir comprendre le monde. Et aujourd'hui, je pense que l'occasion est très belle pour que je puisse vous expliquer quelles conclusions nous avons tirées de tous ces rendez-vous que nous avons eus avec des hommes politiques venus de tous les continents, des diplomates venus de tous les continents. C'est très important. C'est très important la conclusion que nous avons tirée et ça doit vous permettre de comprendre le monde. Parce que souvent, dans nos contrées, nous n'avons pas cette perspective de pouvoir avoir accès à certaines personnes qui vont vous enseigner beaucoup de choses à travers leur comportement, à travers leurs propos, et aussi en vous disant comment ils nous voient. Camarades, on va pas tout écouter, hein. Juste une partie. Avec tout ce qu'il y a comme bonheur, comme malheur, comme bien,
comme mal les humains, les génies, les animaux et tout ce qui va avec. On écoute, hein? Mais nous, humains, avons décidé de faire du monde autre chose. Chez les impérialistes, ils ont une vision du monde que je m'en vais vous expliquer. Écoutez bien. Le monde se résume en un triangle pour eux. Vous verrez le triangle dans la plupart de leurs insignes. Peut-être que vous ne comprenez pas, mais le monde se résume en un triangle. Pour eux, au sommet du triangle, se trouve l'empire du bien. Et l'empire du bien, c'est eux. C'est la prospérité, c'est tout ce qui est positif. C'est eux qui ont droit à tout ce qui est bonheur sur ce monde. C'est eux qui ont droit à toutes les richesses. C'est à eux d'imposer leur manière de voir le monde. C'est à eux d'imposer leur vision, leur mode de vie. Voilà. Ici, le capitaine nous trace, je dirais pas le triangle des Bermudes, mais le triangle de la perception impérialiste sur le monde existant. Bachar al-Assad, la Syrie, a connu des rébellions. Puisque les gens veulent faire cette comparaison, permettez-moi, historien que je suis, diplômé des relations internationales que je vous ai jamais dit, parce que ce n'est pas important, permettez-moi de développer un tout petit peu pour vous donner l'idée. Et juste à poser à côté de ce que je vais dire de la Syrie, la réalité de l'AES. Mais avant de vous présenter de façon historique, géopolitiquement parlant, la Syrie, je vous invite d'abord à regarder un certain nombre de pays africains. L'Angola a connu la rébellion. Jonas Savimbi est mort. Il n'a pas réussi. Le Nigeria a connu la rébellion, la guerre du Biafra. Ce qui a donné d'ailleurs le quartier Biafra à Trashville, où il faut y donner tout un quartier, tout un secteur aux réfugiés nigérians qui étaient venus en Côte d'Ivoire, puisque c'est Oufoué, Bongo et la France à l'époque qui soutenait cette rébellion au Biafra. Peut-être que vous ne le savez pas, mais Oufoué était impliqué jusqu'au cou avec Omar Bongo, avec le soutien de la France. Vous pouvez aussi aller vérifier si je suis un acteur, sortez avec les preuves pour dire il a menti. Le Nigeria, la rébellion a échoué. Au Cameroun, ça a échoué. Mais en ce qui concerne le Congo, Kinshasa, du petit président gonflé, hein, quand je dis gonflé, c'est pas l'attitude, hein, je veux dire qu'il est gars, il est gros, il est pompé, hein. L'obèse président, votre président, qui c'est qu'il dit? Le Rwanda réclame cette partie du Congo comme étant une propriété du Rwanda. Donc, avant, c'était la rébellion du F-26. Maintenant, ils sont plus là-bas. Paul Kagame a chassé tous les rebelles. Lui-même, il a pris possession avec son armée. Ça, on ne vous dit pas beaucoup. C'est pourquoi Tshisekedi, il est déçu. Et c'est ce que le capitaine explique ici. Pour que Paul Kagame décide de déployer l'armée rwandaise sur un territoire appelé le Congo, la RDC, Kagame a reçu d'abord, le soutien des Américains, le soutien de l'Union européenne. Puisque pour entretenir cette armée, c'est l'Union européenne qui a signé. L'Angleterre aussi a signé. Donc, Kagame, il n'a aucun problème. C'est pourquoi il a fait de tous ses enfants des militaires qui sont aujourd'hui des militaires supérieurs de l'armée, des officiers supérieurs qui ont suivi des formations
véritablement de formation militaire assidue, comme le fils de choses, le général Museveni, le fils de Museveni, comment on appelle ça, en Ouganda. La rébellion ougandaise a fait tomber le pouvoir. La rébellion rwandaise a fait tomber le pouvoir. Est-ce que, j'espère qu'on se comprend. Parce que quand Keïta parle de ces choses-là, il est à l'aise, c'est la pédagogie. Parce que si ici, si je viens expliquer au vous, vous n'allez pas comprendre. Il faut faire de la pédagogie pour que chacun comprenne bien. Après le Rwanda, le dernier génocide de notre histoire, Sarkozy, Barack Obama, l'OTAN, malheureusement, la Chine et la Russie ont donné carte blanche pour intervenir en Libye. L'intervention a été masquée sous forme de rébellion contre l'autorité libyenne. Kadhafi a été exécuté. Regardez ce que la Libye montre aujourd'hui comme un visage. Saddam Hussein a été liquidé. Regardez le visage de l'Irak aujourd'hui. Maintenant, remontons. C'est ton papa, idiot. Ta maman bâtard, c'est eux là qui veulent le courant de Côte d'Ivoire. Bâtard que tu es. Non, imbécile. Faut venir me dire qu'on veut le courant de Côte d'Ivoire, mal élevé que tu sois. Attendez, je vais bannir ce bâtard là. Ce sont tes parents qui veulent le courant, c'est pas nous. Imbécile. Alors donc, je répète encore. La Syrie, cette fois-ci, il y a eu combien, écoutons très bien, il y a eu combien d'interventions en Syrie? L'OTAN a intervenu. Même Barack Obama. Les Américains sont en Syrie. Quand la Russie a apporté son soutien à Bachar al-Assad, au début, c'était l'État islamique venu de l'Irak qui avait commencé à s'emparer des grandes villes syriennes. Assad a lancé son opération, mais Assad était sur plusieurs fronts en même temps. La Turquie intervenait au motif de mater les Kurdes. Les Américains, sous l'égide de l'OTAN, la France, l'Angleterre, tout ce que vous connaissez de l'OTAN, eux tous intervenaient en Syrie. La Russie est venue, la Russie aussi, elle a ouvert une base, elle était là-bas. Alors, vous voyez un peu, donc la Syrie était devenue une zone de turbulence. On a frôlé la troisième guerre mondiale en Syrie. Peut-être ça, beaucoup de gens ont oublié. Lorsque Erdogan a abattu un avion russe, Poutine s'est maîtrisé. Il a cherché à comprendre les circonstances. Je crois qu'il a compris qu'il y a eu une erreur de la part du pilote. Donc, la Turquie a réagi. Il n'est pas le loin. Il a fermé les yeux. Pour des raisons que lui seul connaît. C'est ça, il dit souvent, la grandeur d'un homme politique, je sais pas, ce n'est pas parce que tout de suite on vous a piqué, vous sautez, vous criez. Tout de suite on vous a piqué, vous sautez, vous criez. C'est pas ce que Poutine a fait. Poutine s'est calmé par rapport à ça, il n'a rien dit, il a laissé tomber. Erdogan s'est déplacé jusqu'en Russie pour aller sceller des accords. Alors, comprenons ceci. La Syrie était une bombe à retardement. Quand Poutine a arrêté la saignée, quand Poutine s'est investi, évidemment, les mercenaires russes étaient là-bas, faut pas voir se voiler la face.
la Syrie était remplie de mercenaires. Wagner était là-bas. Wagner n'était pas la seule compagnie mercenaire. Les Américains avaient les mercenaires américains étaient là-bas, les mercenaires français étaient là-bas, les mercenaires allemands étaient là-bas, les mercenaires anglais étaient là-bas. Tous avaient de leurs mercenaires parce qu'ils n'ont pas envoyé leur armée régulière. Quand on envoie l'OTAN chez vous et qu'on doit déployer les troupes au sol, c'est pas vos soldats que vous allez sacrifier. Ce sont les mercenaires avec qui vous signez un contrat. Peut-être que ça, les gens ne comprennent pas beaucoup. Je le dis pour qu'on comprenne bien. La plupart de tous ceux qui étaient en Syrie n'étaient pas des soldats officiels de l'armée régulière de leur pays, mais c'était les mercenaires avec l'effigie, drapeau, tout, qui travaillaient au nom de leur pays. Les Américains avaient leurs mercenaires, les Français avaient leurs mercenaires, les Anglais avaient leurs mercenaires, les Allemands avaient leurs mercenaires, tous ceux qui étaient là-bas, c'était des mercenaires. Faut pas se blaguer, c'était ça, la réalité. Mais à côté de ces mercenaires-là, il y avait les troupes régulières par rapport aux avions. Par rapport à certains missiles, vous n'allez pas donner la gestion de vos missiles à des mercenaires. Non, c'est l'intervention terrestre. Puisque les voitures, les blindés que les mercenaires, les blindés que les mercenaires utilisaient, ce sont les blindés qu'ils achètent avec les mêmes fournisseurs de l'armée. Donc il n'y a pas de problème. Voilà comment les gens se sont trouvés. Et la Syrie était devenue cette zone tumultueuse. Quand Poutine a arrêté la saignée, c'est-à-dire Bachar al-Assad a récupéré un certain nombre de territoires, l'erreur c'était de laisser d'abord certains territoires encore sous le contrôle des rebelles. La rébellion, il y avait un problème. Les rebelles s'étaient liés d'amitié avec qui? Avec les mouvements terroristes. Tu n'as pas à avoir peur, il faut écouter ce que je dis, Babou. Tu n'as pas à avoir peur. Je répète, la première rébellion qui a été battue par Poutine et l'Iran, le Hezbollah, c'était ceux qui s'étaient liés d'amitié avec l'État islamique, Al-Qaïda et les autres. Ils ont été chassés et c'est eux-là qui venaient en Turquie commettre des erreurs, mais Erdogan les appelait toujours les terroristes et les Kurdes. Donc c'est eux qui venaient de la Turquie, ils allaient directement en Europe. Et puis ils commettaient les crimes que vous connaissez. Vous avez vu beaucoup d'attentats, tout ça, autre là. Les gens qui passaient, c'est là, l'Union européenne a scellé un deal avec la Turquie pour fermer sa frontière. Et au moment de payer la facture, quand il ne pas payé, Erdogan a ouvert sa frontière. Vous avez tous suivi ça. Quand il a ouvert sa frontière, les gens sont rentrés, les attentats battaient leur plein. Ils ont appelé Erdogan, il dit, je ne ferme pas la frontière. On est tombé d'accord sur quelque chose. Vous payez, je fais. Vous ne payez pas, je laisse passer. Ils ont payé. Donc chaque année, c'est des milliards d'euros qu'on donne à Erdogan pour maintenir sa frontière fermée. Alors, le monsieur aujourd'hui qui est à la tête de HTS, c'est le sigle, hein, ceux qui ont pris, les rebelles qui ont pris le pouvoir, il est né en Arabie Saoudite dans les années 85-86. Il a fait sa jeunesse à Riyad. Il a été endoctriné, il s'est enroulé dans Al-Qaïda. Il a même été arrêté, je crois, il a fait 5 ans d'emprisonnement aux États-Unis. Et puis, après avoir purgé sa peine, on l'a libéré. C'est là qu'il est revenu. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas quel deal il a fait parce que il y a un élément ici qui nous a tous échappé. Moi, personnellement, je ne m'intéressais pas à la Syrie, je vais être honnête avec vous. Ça ne m'intéressait pas. De temps en temps, je regardais comme ça, mais je n'avais pas un regard clair sur ce qui se passait. Alors, et là, ce qui se passait en Syrie, Kaboré, il faut écouter, s'il te plaît. Faut pas trop écrire, il faut écouter. Je sais que beaucoup veulent faire des commentaires, mais si vous voulez comprendre, ça c'est cette partie qui échappe beaucoup. Si vous n'écoutez pas, vous faites beaucoup de commentaires, même si les commentaires sont bons pour nous. Bon, il y a des éléments qui vont vous échapper. En tout cas, pour ceux qui veulent comprendre, hein, je ne parle pas de ceux qui sont venus pour insulter, c'est autre chose. Alors, en Syrie, il y a un élément qui nous a échappé. Mais que la presse
occidentale revient dessus régulièrement. Et ils ont compris puisqu'ils ont fait la couverture de cette situation de la Syrie. Il s'est trouvé que le monsieur, j'oublie son nom là, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est reconverti. Il a brisé toutes les alliances avec les mouvements terroristes. Mais attendez, la question que chacun de vous, posons-nous cette question. Pourquoi il a rompu tous les accords qu'il avait avec les terroristes? Pourquoi? Poutine, regardez bien la stratégie ici. On dit Poutine a lâché Bachar. Il n'a pas lâché Bachar al-Assad. Non. Non. Poutine est intervenu dans un cadre bien précis. Juridiquement, il avait été invité par Bachar al-Assad. Légalement, il y avait un contrat entre l'État, la Fédération de Russie et l'État de la Syrie. Viens m'aider à chasser les terroristes. Parce que quand vous écoutez la presse occidentale, la presse impérialiste, vous avez l'impression que Poutine a trahi et n'a pas aidé, ou peut-être que la guerre de l'Ukraine l'empêchait à intervenir. C'est faux. Il y avait un délai dans le contrat. Il n'y a pas un contrat au monde où il n'y a pas un délai d'exécution. Ça n'existe pas. Vous signez un contrat, il y a un délai d'exécution, il y a un délai de, comment on appelle ça, de réalisation, et il y a un objectif au bout. Poutine a rempli ses engagements par rapport au contrat. C'est Bachar al-Assad qui est allé en Russie, à Moscou, rencontrer Poutine comme Maduro l'a fait. Maduro, c'est sur le plan économique. Quand il est parti, ils étaient d'accord. Aide-nous à chasser les terroristes. C'est ce que Poutine a fait. Il a évacué les terroristes de la Syrie. Mais ce qu'on doit retenir, les rebelles, ce sont les enfants syriens. Si les enfants se battent entre eux, Poutine n'a aucune raison légitimement d'intervenir. Il faut qu'on comprenne ça. Parce qu'on essaie de mélanger ça aussi. Il faut que vous compreniez ça. Donc, légitimement, Poutine ne peut pas tuer des Syriens pour protéger le président Bachar al-Assad. C'est pas possible. C'est cette stratégie que l'Occident a déployée. Et que Bachar al-Assad, au lieu de mesurer, de prendre la mesure du danger, il est resté là comme un petit garçon qui devait être protégé par la Russie. La Russie a été claire. C'est entre Syriens, la Russie n'intervient pas. Même chez nous aujourd'hui. Pourquoi on a les instructeurs, et quand vous regardez bien, je ne parle pas de terrorisme, parce qu'aujourd'hui, chez nous, je vais venir là-dessus d'ailleurs pour vous éclaircir aussi, chez nous, il y a une confusion entre terroristes et revendications rebelles. Puisque les rebelles et les terroristes se sont liés aujourd'hui. Donc nous, on ne fait plus la distinction entre rébellion et terrorisme. Pour nous, ils sont tous terroristes. Et c'est à cela que les renseignements occidentaux sont arrivés. Ils ont expliqué aux gars, tu veux gagner ta guerre, on te donne les informations, on te donne les moyens, mais on n'intervient pas. Seul, tu vas aller contre ton président. Tu gagnes, on te soutient. Tu perds, on soutient ton président. Voilà le langage des Américains. Et ça, on ne nous dit pas. Les Américains disent toujours, et la politique des États-Unis, on est toujours du côté du vainqueur. Laissez-moi, ne me croyez pas. Allez-y, faites des recherches et cherchez à savoir quelle est la doctrine de la CIA qui défend les intérêts des États-Unis à l'extérieur. La CIA vous dira toujours, on est toujours du côté du vainqueur. Les Américains sont toujours du côté du vainqueur. On vous donne les informations. On vous donne les moyens. Bon, on ne participera pas. Si vous gagnez, on est avec vous. Si vous perdez, on est avec le président. Voilà ce que les Américains ont dit. Voilà ce qu'ils... Et tous les pays de l'OTAN ne suivent que la politique américaine. Donc le monsieur, le temps où Bachar al-Assad a passé son temps à regarder sa femme, ses enfants, dépenser l'argent mal acquis, la rébellion s'activait. La rébellion se mettait en place. La rébellion faisait sa formation.
la rébellion avait des équipements. Et la rébellion a été claire avec les terroristes. Vous vous interposez, on vous attaque. Et c'est ce qui a été dit. Voilà pourquoi les terroristes sont restés à l'écart. Parce que s'ils intervenaient, et là aussi, c'est là on doit se poser pourquoi les terroristes ont laissé faire, alors qu'ils sont présents sur le sol syrien. On ne vous dira pas ça, je vous en prie, c'est ici qu'on vous dit. Pourquoi? C'est là que vous devez vous poser la question, est-ce que réellement ce sont des terroristes? Parce que ces terroristes-là sont en contact avec la plupart des services de renseignement européens, occidentaux. Ne vous mêlez pas, on vous laisse tranquille. Vous vous mêlez, on vous attaque. Voilà ce qui a été dit. Et voilà ce que la presse impérialiste ne dira jamais. Pourquoi les terroristes sont restés silencieux? Alors que le monsieur, visiblement, a trahi la cause des terroristes. Pourquoi les terroristes n'ont pas réagi? Pourquoi les terroristes n'ont rien dit? Pourquoi les terroristes croisent les bras et laissent le gars monter sur Damas? Il est venu d'où? Il est venu d'Alep. À quelques jours, même les soldats loyalistes refusaient de se battre. C'est comme la rébellion de Sorodium en 2010. Quand Gbagbo Laurent disait qu'il avait gagné, il avait effectivement gagné, et que Ouattara, soutenu par la communauté internationale, demandait son départ et dit, bouge pas. Quand les mêmes éléments de l'OTAN, les mêmes pays de l'OTAN, ont poussé les hommes de Soro de Bouaké, ils sont venus à Abidjan sans résistance, alors qu'il y a des villes garnisons, ils ont traversé ces villes garnisons. Au contraire, les policiers, les gendarmes, les militaires, eux tous ont fui pour rentrer chez eux, à côté de leurs femmes, leurs enfants. Personne n'était entendu. Les rebelles au roue libre, ils sont venus à Abidjan. On les a vus stationner à Jesco avant d'entrer à l'action. Ils n'ont pas connu de résistance. Laurent Gbagbo, en 2010, c'était la même chose. Mon ami, tu ne participeras pas à mon direct. Je n'ai jamais dit que mon direct était une chose publique. Tu écoutes, tu n'es pas d'accord, tu vas faire ton direct après. Et puis tu m'insultes si tu veux. Alors, c'est clair ici. Posons-nous encore cette question. Pourquoi l'armée régulière, l'armée loyaliste, est restée silencieuse? Pourquoi elle n'a pas agi? Pourquoi l'armée n'a rien dit? Pourquoi l'armée n'a rien fait? Pour quelle raison? Et surtout, comment comprendre le silence et le mutisme des groupes terroristes en Syrie? Pourquoi les terroristes ont laissé faire? Donc, de toute évidence, les services de renseignement, toutes ces années en Syrie, ont pris le temps de comprendre la situation. Ils ont pris le temps d'analyser la situation. Ils ont pris le temps de comprendre. Et ils ont compris une seule chose. Tant que nous serons à l'écart, on maintient les terroristes à l'écart, on laisse aux roues libres, aux rebelles, ils vont monter sur Damas dessus. Le seul obstacle, c'était l'Iran, le Hezbollah, la Russie. Et au regard de la configuration, eux, ils ne pouvaient pas participer. Je ne dis pas qu'on soit d'accord avec moi. Vous n'avez qu'à aller écouter ce que Laurent Gbagbo a dit. Vous n'avez qu'à aller regarder ce qui s'est passé au Rwanda. Vous voyez que c'est pour rien que j'ai cité le Rwanda. Quand le pouvoir rwandais a demandé l'intervention de la France, ils ont dit c'est une situation entre Rwandais. La France n'a rien à voir dedans. Ils ont demandé l'intervention des Nations Unies. Ils ont dit, eux, ils sont là pour ce qu'ils appellent peacekeeping, c'est-à-dire le métier de la paix. Eux, ils ne vont pas s'impliquer dedans, c'est anti-rwandais. Quand Gbagbo a demandé que les accords de défense soient activés, la France a dit, c'est anti-ivoirien, la France n'intervient pas. Donc, vous êtes dans une meilleure compréhension maintenant de ce que je dis par rapport à la Syrie. Est-ce que ça a un sens, ce que je dis? Quand c'est une rébellion entre pays, logiquement, personne n'intervient. Alors la question, c'est de savoir pourquoi nous avons laissé faire au Mali. Parce que le Mali, on a dit attention aux terroristes. Et d'ailleurs, je reviens dans le cas du Mali.
lorsque les Assimi, ses frères d'armes, lorsque par l'erreur de Moussa Mara, l'ancien premier ministre, l'armée malienne a voulu monter sur Kidal. Qu'est-ce que l'armée française a fait? L'armée française a empêché nos hommes de monter sur Kidal. Mais la France n'a pas décidé unilatéralement. La France a reçu instruction de son patron qui leur a dit, ne faites pas ça, ne les laissez pas passer. Parce que déjà l'Union européenne elle-même avait déjà pris cause et effet pour la rébellion. Puisque la France a essayé d'ouvrir toutes les portes possibles pour les rebelles. Les rebelles sont allés au Parlement de l'Union européenne, ils sont allés aux États-Unis, ils sont allés un peu partout dans le monde pour présenter leur cas. Alors, les gens disent toujours, quand c'est entre vous, on n'intervient pas. Mais le cas du Mali était beaucoup plus compliqué par rapport à la Syrie, parce que j'ai vu encore un petit journaliste. Permettez-moi, je vous en prie, je vais vous lire ce qu'il a écrit. J'espère qu'on pourra tous comprendre ce qu'il a écrit. J'espère. Oh là là, permettez-moi, je vais vous lire ça, c'est important. J'ai lu ça, j'ai dit, mais c'est pas vrai. Qui peut écrire ce genre de choses? Je suis en train de... Je regardais, j'étais dépassé. J'ai dit, waouh. Ne quittez pas, hein. On va aller doucement. Il y a une information que je... Ici, ça a un rapport avec ce qui se passe ici. Je vais vous lire ça, et puis on va avancer. Je vais rapidement vous lire ça, et puis on va... Attendez là. Oh là là. Oh là là. Ouh. Permettez-moi une seconde, je suis en train de faire quelque chose ici. Alors, donne-moi une seconde. Il y a un élément que... Partagez, je vous en prie. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Oh là là. Ça c'est... Oh là là, je suis allé trop loin. Je suis allé trop loin. Je vais remonter un peu. Je vais revenir rapidement. Oh là là. Aïe. Ça c'est quoi ça? Il semble que je suis un peu... Ok, d'accord. Je pense que ça c'est bon. L'autre n'était pas bon. Donne-moi une seconde. Je dois vous lire ça parce que c'est important. Attendez. Permettez-moi encore. Attendez, ça c'est la rébellion, la rébellion. Partagez, je vous en prie. Je vais remonter juste, il y a un élément que je vais lire pour vous qui va nous permettre tous de comprendre quelque chose. Oh là là, si je ne retrouve pas, c'est pas grave, on va continuer. Ben, parce que j'ai vu, il y a un petit journaliste qui s'est mis à un spectacle ridicule. Il dit que aucun politicien, aucun président n'a réussi à apporter la stabilité au Mali, à l'exception de Alpha Ouma Konaré. Vous avez bien compris. Mais ce petit journaliste pervers et égaré, sans information, sans éducation réelle, il oublie que c'est Alpha Ouma Konaré, sous son mandat, sous sa législation, que notre armée a été amputée des 2 bras et des 2 pieds. Tout ce que nous avions comme blindés, comme avions, on les a tous perdus. À cause de cette soi-disant flamme de la paix, l'armée a été décimée. Aucun pays au monde ne peut atteindre la stabilité sans une armée forte. Et Alpha Ouma Konaré, pendant ces 2 mandats, il a pris son temps pour démanteler correctement, copieusement, les forces armées du Mali. Vous pouvez voir une patrouille avec une seule Kalachnikov. Quand moi j'étais arrivé pour la première fois des États-Unis, j'étais choqué de voir des policiers
qui s'arrêtaient au bord de la route, qui faisaient leur travail avec aucune arme. Par moments, je m'amusais à leur poser la question. Et les policiers, quand ils me regardent, ils disent, toi, tu n'es pas d'ici. Sinon, quand on te voit même, on sait que tu n'es pas d'ici. J'ai dit, mais vous faites travail comme ça, là, sans gilet pare-balles, sans armes pour vous défendre. Et, pas trop faut laisser ça là. Ça, c'était à l'époque d'Ibrahim Baka Keïta. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, comment vous pouvez travailler comme ça? Vous n'avez pas de famille? Ils disent, on a famille. J'ai dit, mais vous mettez votre vie en danger comme ça. Il dit, pas de c'est ça. Mais qui a arrêté ça? C'est Assimi Goïta. Ibeka avait commencé un peu, mais qui a donné les pleins pouvoirs aux militaires, aux policiers, aux gendarmes? C'est Assimi Goïta. Alors, ce petit journaliste égaré et pervers, il dit, c'est Alpha Ouma Konaré seul qui a apporté la paix au Mali. Mais attendez, c'est pourquoi je dis souvent, nos journalistes africains, la question que je pose, il suffit pas d'avoir un petit diplôme bidon pour que vous accrochiez à votre mur. Mais il y a une célèbre pensée de Thomas Sankara et de Sékou Touré. Je préfère la pauvreté dans la dignité que l'opulence dans la soumission. Sékou Touré. L'esclave qui est incapable d'opérer sa propre révolution ne mérite pas qu'on s'appuie sur son sort, Thomas Sankara. Ce petit journaliste raté. Est-ce qu'il comprend ça? Est-ce qu'il comprend un sens de ce que j'ai dit? Est-ce qu'il comprend quelque chose de ce que j'ai dit? Pour eux, c'est la fatalité. Acceptons notre triste sort de malédiction de pays maudit. Acceptons d'être volés, d'être ridiculisés, d'être humiliés. C'est le prix à payer pour la paix. Voilà ce que disent des idiots. Avec la tête vide. Et ça, ils ont un diplôme. Ça, ils sont journalistes. Et il est censé, moi, m'informer. Qu'est-ce que quelqu'un comme ça peut me dire? Qu'est-ce qu'il peut m'enseigner? Qu'est-ce qu'il peut m'apprendre? Alors, au niveau de la Syrie, je reviens encore pour dire ceci. C'était juste une parenthèse. La situation de Bachar al-Assad, ce n'est pas... Voilà, d'abord, vous voulez savoir, il n'est pas mort. Ça, au moins, c'est sûr. Il n'est pas mort. Ce sont des spéculations. Il est bel et bien arrivé en Russie. Poutine lui a accordé l'asile comme Ben Ali. L'Arabie Saoudite a accordé l'asile à Ben Ali. D'accord? La famille de Kadhafi, le Niger à l'époque, leur avait accordé l'asile. Poutine a accordé l'asile à la chose. Alors, la question que vous devez vous poser, c'est quel genre d'avion ils ont utilisé de la Syrie en Russie? Parce que si l'avion s'arrêtait quelque part dans une capitale occidentale, on allait mettre la main sur lui. C'est quel genre d'avion il a utilisé? Parce que, à l'exception des avions présidentiels avec des doubles turbos ou bien quadruple turbo avec un double réservoir, je sais pas. C'est pas tous les avions qui peuvent faire Syrie, Moscou s'embarquer un arrêt quelque part. Où il s'est arrêté, où il a fait son plein. Comment il a continué, ça je sais pas trop. Mais en tout cas, s'il est arrivé en Russie, il n'a pas, contrairement à ce qu'on vous dit, son avion est tombé, il est mort, il n'est pas mort, il est bel et bien arrivé à toute sa famille en Russie. Ça, moi, je peux vous donner la confirmation. Donc, il n'a jamais été tué dans un crash. Ça, c'est un. Deuxièmement, Poutine a accepté de le recevoir. Poutine a accepté de le recevoir à titre humanitaire. Il a dit, il a expliqué son ministre des Affaires étrangères, Lavrov l'a dit. Mais c'était pas à Poutine de défendre Bachar al-Assad. Contrairement, on dit, il a abandonné, il n'a pas abandonné. Alors, si, par exemple, donne-moi une seconde. Si, par exemple, si, c'est un exemple que je donne, hein. Alors, donc, ça c'est, non, avançons, donne-moi une seconde, hein. Permettez-moi une seconde, hein. Donne-moi une seconde. Lamine Soko,
Je m'en fous de ce que tu penses. Une merde comme toi, un idiot comme toi, un petit bâtard comme toi, maintenant je vais t'insulter, tu n'es pas d'accord, tu vas dire où tu veux. Un petit bâtard comme toi, je n'ai pas besoin de toi. Tu es déçu? Je suis ton père, je suis ta mère, mais il faut aller chez tes parents. C'est moi, je suis déçu de voir un idiot comme toi venir sur mon direct. C'est pas ta place ici, petit bâtard. Maintenant je t'insulte, pervers, dégarmondé, idiot que tu sois. C'est ta place ici. Maintenant je te bloque. C'est très simple. Attendez, je vais enlever cette merde-là ici, là. Voilà. Pour moi, est terminé. Alors, ici, s'il n'appartient pas à Vladimir Poutine de défendre, je répète, Bachar al-Assad. Bachar al-Assad est en conflit avec ses frères syriens. Bachar al-Assad avait la possibilité d'amorcer des négociations. Il a dit, la première intervention de la Russie, c'était pas contre la rébellion, c'était contre les groupes terroristes. L'État islamique qui est quitté en Irak pour venir en Syrie. C'est contre cet État islamique qu'il s'est battu. Que Poutine est intervenu, que Poutine a soutenu. Je le dis. Maintenant, il est question, on est très clair, je dis pas que le terrorisme a été battu, je dis pas que le terrorisme a été complètement et totalement chassé de la Syrie. Il appartenait, dès l'instant où Poutine l'a aidé à stabiliser la situation, il a même pu récupérer un certain nombre de territoires. Il appartenait à Bachar al-Assad de préserver les acquis, de jouer pleinement son rôle de président, mais pas de rester dans une position belliqueuse, de voir, puisque le monsieur, il a décidé de se détacher du terrorisme et de mener véritablement le combat de la rébellion. Il appartenait à Bachar al-Assad de savoir dans quelles conditions il peut discuter avec le monsieur. Si on dit c'est ton départ qu'on veut et que Bachar al-Assad regarde les conditions dans lesquelles il se trouve, il estime qu'il ne peut plus rester au pouvoir, il estime que son armée n'est plus loyale, il estime qu'il n'a plus les moyens de contrer la rébellion et négocier la rébellion, comme l'a fait le président du Yémen. Yémen, qu'est-ce qu'il a fait? Il a négocié. Il est parti en Arabie Saoudite, lui aussi. Il allait trouver refuge là-bas. On l'a permis à toute sa famille. Il est parti. Yaya Jammeh. Non. Serge Boulier, ça c'est ton avis. Ça importe peu. Tu n'es pas syrien, je ne suis pas syrien. Peu importe ce que tu dis, les Syriens ils s'en fichent. Les Syriens ont applaudi celui que tu appelles un leader terroriste. Les Syriens l'ont applaudi. La communauté internationale dite le monde occidental, on l'applaudit. Les gens sont d'accord. Donc, peu importe ce que tu dis, peu importe ce que je dis, moi, je ne fais qu'apporter une analyse. Est-ce que je soutiens le monsieur? Je pense que tu n'as rien compris. Si c'est de moi que tu parles, je te dirai, tu peux voir de nettoyer les oreilles et puis de bien écouter, parce que je ne soutiens personne. Et je dis, ça, c'est dans l'ordre international. Personne. J'ai plus, mais je sais pas comment vous réfléchissez. J'ai plus le cas de Laurent Gbagbo tout de suite. Quand Soro Diop a fait sa rébellion, Gbagbo a demandé à la France. La France a dit quoi? C'est une crise ivoiro-ivoirienne. La France n'intervient pas. Quand le Rwanda a demandé l'intervention de la communauté nationale, on a dit quoi? C'est une crise rwando-rwandaise, on n'intervient pas. Dans tous les cas, ça a été toujours comme ça. Yaya Jammeh, il a perdu l'élection. Les gens étaient sur le point d'entamer tout de suite un conflit armé. On a demandé son départ. Il a négocié son départ. Il est parti, même avec ses voitures qu'il a achetées, même avec les Maybach qu'il est parti avec, même les Rolls-Royce. Il a demandé qu'on amène un avion cargo. Il va pas pour laisser les voitures. Même les voitures, il est parti avec. Yaya Jammeh est parti avec tout. Il est là en Guinée-Bissau, je crois. Non, Guinée-Équatoriale, je crois, chez Théodoro. Il est parti là. Donc, veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.